Bon, Pascal Pic, merci de nous recevoir déjà dans votre univers. On entend parler de la paléoanthropologie. Vous en êtes un, paléoanthropologue donc au Collège de France. Est-ce que vous êtes sûr que tout le monde sait exactement ce que c'est la paléoanthropologie? Et est-ce que vous ne ressentez pas le besoin de l'expliquer de temps à autre? D'abord, ravi de vous recevoir. Et paléoanthropologue, c'est tout simple en termes d'étymologie. C'est paléo ancien, anthropos l'homme et logos, donc la connaissance des hommes anciens, donc origine et évolution de l'homme. C'est vrai que vous vous distinguez parfaitement de l'anthropologie d'aujourd'hui, si vous voulez, l'anthropologie de l'homme contemporain, on va dire. Au départ, ça a été fait comme cela, en effet. Il y avait donc les hommes d'aujourd'hui et puis le grand récit qui vient du passé avec Néandertal, Cro-Magnon, Homo erectus, etc. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des interférences très très fortes avec les sciences humaines, bien évidemment. Et derrière cela, il y a de plus en plus avec la génétique et l'étude du comportement, des implications avec des disciplines qui concernent le vivant d'aujourd'hui. Donc la paléoanthropologie aujourd'hui va converger un ensemble de disciplines qui viennent d'une part des sciences de la Terre, donc il faut aller chercher les fossiles, il faut dater, c'est les faunes fossiles, leur environnement, les fouilles, bien sûr, préhistoriques, la génétique depuis une trentaine d'années, qui a permis d'éclairer bien des aspects du peuplement de l'humanité actuelle avec des découvertes absolument fantastiques depuis quelques années. L'étude du comportement que, modestement, je peux me permettre d'avoir contribué à l'introduction de l'éthologie comparée, c'est-à-dire avec nos frères d'évolution qui sont les chimpanzés, les gorilles et les orang-outans. Et puis la médecine et de plus en plus les sciences humaines. Est-ce que vous comprenez les gens qui vous disent qu'il y a un gap entre la paléoanthropologie et l'anthropologie d'une part, et puis il y a un gap historique au point de vue de la génétique aussi de l'homme, du fait que précisément l'un est tellement ancien qu'on ne voit plus le lien organique avec l'homme d'aujourd'hui et avec son évolution. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez cette remarque que les gens font souvent à la paléoanthropologie? D'une part parce que il y a les médias qui se font l'écho, et on les remercie bien sûr, des découvertes de fossiles. Donc ça, c'est absolument formidable. Mais comme c'est des fossiles, on se dit voilà, ça fait très longtemps, parce qu'on joue sur des milliers d'années, ou des centaines de milliers d'années, voire des millions d'années. Donc on se dit, après tout, c'est un beau passé, et en quoi ça nous concerne? Or, depuis une trentaine d'années, je me suis beaucoup investi dans le domaine de la recherche, avec mes collègues, toutes les équipes internationales, ça c'est une chose, mais plus récemment, pour montrer comment la paléoanthropologie peut éclairer des enjeux de notre temps et qui touchent à l'anthropologie culturelle et aussi à la sociologie. Bon, des thèmes rapidement comme les origines de la sexualité humaine, ou les origines de la violence, ou les questions qui sont liées aux origines soi-disant des races, entre guillemets, parce que le terme n'a plus beaucoup de pertinence. Donc la paléanthropologie, et plus récemment d'ailleurs, pardon de faire cette incise aussi, sur les enjeux des diversités, parce que la théorie de l'évolution est une théorie des diversités. Et donc, de prendre en plus ce regard du passé, ce n'est pas une leçon de choses. Donc, longtemps, effectivement, je comprends votre remarque, les fossiles c'était loin, c'est une leçon de choses, ça semblait figé, mais aujourd'hui, de plus en plus, nous sommes convoqués pour interférer, participer en tout cas au questionnement avec les philosophes, les sociologues, l'anthropologie culturelle. Pour moi, Darwin et Lévi-Strauss sont tout aussi importants. Oui, sauf que là, je vois dans votre démonstration que vous établissez quand même des hiérarchies entre les thèmes pérennes, que vous pensez être pérennes, à juste raison sûrement, que sont la sexualité par exemple, qui est la transmission de gènes, un certain nombre de thèmes qui sont pérennes, et le comportement qui vient un peu recouvrir tout cela. Vous établissez cette hiérarchie, je ne sais pas si vous le faites sciemment, je pense que vous le faites sciemment, mais nous on sent tout de suite que vous prenez des positions de dépassement des strates qui structurent ça, et que vous considérez que cette façon de travailler vous permet de faire le raccord entre les périodes anciennes et les périodes actuelles. Donc Darwin et Lévi-Strauss. Encore que Lévi-Strauss, lui, cherche aussi à sa manière des choses pérennes dans la structuration de la société. Mais il n'aboutit pas, il ne va pas jusqu'à l'organisation des primates ou des êtres, on va dire, de l'être humain inférieur. Cependant, dans Triste Tropique, par exemple, il évoque dans la première partie, dès le début d'ailleurs,
que l'homme de Néandertal enterrait ses morts. Il n'en dit pas plus, mais à partir de là, ça veut dire que l'homme de Néandertal, qui est un autre homme, était tout aussi humain que nous. Et en ayant cette profondeur de vue avec Néandertal, d'un seul coup, ça fait complètement tomber les questions sur le racisme et la hiérarchie entre les cultures que Lévi-Strauss a toujours combattu, bien évidemment. Il a fait un beau travail d'ailleurs sur le racisme et sur... Absolument. Mais ce que j'apprécie chez Claude Lévi-Strauss, alors récemment j'ai rapproché les biographies de Charles Darwin et Claude Lévi-Strauss, car en fait, Charles Darwin, on le voit comme un naturaliste, mais il est le premier grand anthropologue, il est le premier à se dire, tiens, ces ressemblances et ces petites dissemblances entre les peuples d'Amérique du Sud, c'est certainement une origine commune, il est le premier à le dire. Il est le premier à s'apercevoir que peut-être l'expansion de l'homme est peut-être co-responsable de la disparition des grandes faunes en Amérique du Nord. Et peut-être jusque-là. Il va jusque-là. Mais il fait l'hypothèse, parce que là, c'est pendant son... on est en 1840, et c'est tout frais. C'est tout près, mais les glaciations, la découverte des glaciations, des grands âges glaciaires, commence seulement à être mis en évidence. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, parce que Charles Darwin aussi est le premier, sur la fin de son voyage, là il est jeune quand même, 1834-35. Il est mort quand d'ailleurs? Darwin il est mort en 1882. Mais à la fin de son voyage... C'est presque à la naissance de Lévi-Strauss, quoi. Ah oui, exactement, un siècle entre les deux, c'est extraordinaire. Hein. On change de chiffre, Darwin est né en 1809 et Claude Lévi-Strauss en 1908. Ah oui, carrément. Bon, c'est un petit jeu comme ça, mais en tout cas ça donne de bons repères. Mais Darwin est le premier à considérer que l'expansion du mode de vie occidental est peut-être... un danger pour la diversité de l'homme. Et Claude Lévi-Strauss, en fait, Triste Tropique, c'est la fin. Darwin n'est pas le premier à découvrir les diversités, notamment les diversités des hommes. Et ce qu'on ne sait pas, parce qu'en France, il est très très mal connu. Darwin n'est pas du tout lu en France, et encore moins le livre fondateur de l'anthropologie moderne, La filiation de l'homme en relation avec la sélection sexuelle. Darwin, c'est le premier grand texte contre le racisme. Je rappelle que la famille Darwin, c'est la famille qui a milité avec les Wedgwood, avec les Wilberforce, contre l'esclavagisme. Ils le font abolir en 1833. Et Darwin, d'ailleurs, c'est intéressant. Nous sommes dans un autre univers anglophone, anglo-saxon, exactement, etc. Ça sera plus tard chez nous. Mais Darwin est sans concession avec les individus. Il ne voit pas la couleur des individus. Lui, ce qui l'intéresse, c'est quelqu'un qui se comporte comme un homme. Même dans le classement. Ah, il ne classe pas. Ah, il ne classe pas. D'ailleurs, dans ce livre, La filiation de l'homme, il raille les trois espèces, les trois races, où il y a trois races, il dit qu'il y en a 70, c'est complètement ridicule, il n'y a que de la variation. Et Darwin, pour lui, c'est la première philosophie dans le monde occidental qui dit que toute différence est une potentialité pour l'avenir d'une espèce. Darwin, c'est une philosophie, non pas naïve, on n'est pas chez Rousseau, mais lui, il dit toute différence est une potentialité. Et Lévi-Strauss reprendra exactement la même philosophie, parce qu'il y aura ces histoires de 1952, bien évidemment, mais il y a cette grande conférence de 1971 à l'UNESCO, qui trouble tout le monde d'ailleurs, où justement lui élimine la hiérarchie qui était encore à l'UNESCO et qui persiste encore un petit peu, soyons clairs, en disant que la culture occidentale n'est pas au sommet du progrès. Elle y participe par les techniques, c'était son point fort, bien sûr qu'il y a de la culture, bien évidemment, mais que chaque peuple est une expression du génie humain. Et en ce sens, il est extrêmement darwinien, et ça peut surprendre d'entendre ça en France. Alors, la question cruciale que les gens se posent, c'est d'abord, évidemment, outre la définition de l'évolution que vous allez nous donner, j'espère, le fait que l'on n'ait pas de vision claire et précise sur le darwinisme en tant que mouvement philosophique et en tant que mouvement scientifique aussi, et ses prolongements. Et ses prolongements ici et maintenant, où en est maintenant le darwinisme, si je puis dire. Alors, la théorie darwinienne de l'évolution, c'est une théorie du changement de la nature. Et comme on est en science, ne doivent intervenir que des observations naturelles, des faits naturels et des lois de la nature. Mais une des grandes confusions, qui traîne d'ailleurs sur tout le continent européen dans sa partie continentale. C'est pareil pour la France, l'Allemagne ou l'Italie. Il est intéressant de constater que lorsque Darwin est traduit en français, de la même façon lorsqu'il est traduit en allemand, quasiment la même année, la théorie de Darwin, l'origine des espèces, est perçue comme une finalité, avec une téléologie. Donc on veut bien accepter qu'il y ait eu évolution, mais néanmoins,
Voilà. Téléologie. Voilà, il y a une téléologie, et donc on retrouve le cœur de nos cosmologies, nos ontologies. Donc l'homme est au centre du cosmos. Voilà. Donc, biblique, oui. mais Darwin, lui, c'est pas une théorie avec des lois. Alors ça, ce que je vais vous dire est très peu compris, parce que on entend souvent parler en économie, en sociologie, en histoire, et pour l'évolution, de lois. En fait, il n'y a pas de loi. Une loi, en physique, qu'on appelle nomologique, pardon pour le terme, c'est une loi qui contient ses effets et ses mécanismes. C'est-à-dire que je prends un objet, si je prends ce livre, je le lâche, on sait ce qui va se passer, c'est toujours observé, ça s'appelle une loi universelle. Or, la théorie de l'évolution implique des mécanismes, c'est-à-dire que la sélection naturelle n'est pas une loi, ce n'est pas un mécanisme qui agit tout le temps. La sélection naturelle ne va intervenir que lorsque, à un moment donné, les effectifs des populations vont atteindre les limites de ressources. Et là, donc, ça vient de M. Malthus, qui d'ailleurs, lui aussi, a été très mal compris. D'ailleurs, Charles Darwin, comme M. Thomas Malthus, je ne crois pas qu'il y ait deux personnages qui ont fait l'objet de biographies aussi biaisées, détournées et vilipendées. Est-ce qu'il y a une biographie de Darwin en français? Bien sûr, Darwin. Vous savez, je crois que c'est le scientifique le plus cité au monde. Le plus cité au monde, absolument. Alors l'évolution, pourquoi il y a toujours évolution? D'abord parce qu'il y a des catastrophes dites naturelles, météorites, tectonique des plaques, courants océaniques, glaciation, donc tout ça maintenant est pas mal élucidé. Et puis, le fait que nous sommes en relation avec les autres espèces. C'est-à-dire que, en fait, le vrai terme, c'est que nous co-évoluons. Nous sommes toujours confrontés à d'autres organismes. Et les plus dangereux, ce n'est pas les vilains prédateurs, ça va, on sait faire, même si des fois, c'est pas facile, mais c'est surtout les micro-organismes. On appelle ça la course de la reine rouge. Ça vient de Lewis Carroll. Il nous faut courir le plus vite possible pour rester à notre place. Et Darwin a découvert que l'assurance vie pour une population, et in fine pour une espèce, c'est la diversité. La diversité... Alors il ne le savait pas à l'époque, c'était un vrai problème pour lui, et on va mettre 50 ans à comprendre. Donc Darwin meurt en 1882, très incompris, même par ceux qui le soutiennent. Ah oui. Ça va être, en fait, on va appeler ça le darwinisme, d'ailleurs c'est pas un terme qui vient de lui, c'est un terme qui vient de le co-inventeur de la sélection naturelle, qui s'appelait Russell Wallace, qui était plus tard ensuite un grand militant socialiste. Et en fait, Russell Wallace va inventer le terme de darwinisme. Pour lui, il pense que tout est lié à la sélection naturelle. Mais il fait une grave confusion. Parce que dans Darwin, quand vous pensez à l'origine des espèces, à l'adaptation et l'émergence à caractère, il est fondamental de toujours avoir ce réflexe. Dissocier l'origine des caractères de leur sélection. Or ça fait pas longtemps qu'on l'a compris, parce que l'idée est toujours de se dire, comme le schéma que vous avez en tête, c'est le singe qui sort dans la savane et qui se redresse. Alors ça, c'est Jean-Baptiste Ellul. Il y a un autre schéma qui est dans ma tête, ouais, et auquel il faudrait que vous répondiez avant de cet entretien. Ouais. C'est quid de la religion? Alors, quid de la naissance de l'homme, selon la Bible, en 7 jours fabriqué par Dieu, qui s'est reposé en fin de semaine, etc. Bon. Quid de cette quel est l'élément, quelle est la médiation entre... C'est un questionnement qui n'intervient pas chez nous. Je fais la réponse de la place à Napoléon Ier, qui demandait « Et Dieu dans tout cela ?» Et Dieu ne fait pas partie de nos hypothèses. Donc les théories de l'évolution, elles ne sont pas... Aucune science, et notamment les théories de l'évolution, ne sont pas là pour valider ou invalider un autre mode de conception du monde et d'origine de l'homme. Donc Dieu n'intervient jamais. Quand les religieux parlent, parce que quand même malgré tout, ils invalident un peu la thèse darwinienne, même si certains commencent à s'y mettre et commencent à être moins hostiles à cette thèse, ça vous hérisse le poil, ça vous gêne, ça vous... Pas du tout, parce que pour moi, il ne l'invalide pas. C'est un mythe. Le mythe biblique, c'est un mythe. Bien sûr, c'est une construction imaginaire, c'est ça? Oui, mais le mythe, pas au sens péjoratif. Non, le mythe au sens anthropologique. Au sens de Claude Lévi-Strauss, c'est-à-dire c'est un récit qui nous permet d'installer un rapport rationnel au monde. Et donc, pour vous dire la différence entre science et rationnel, au sens de la philosophie, en France, on se dit volontiers un pays cartésien. Or, être cartésien, c'est pas être scientifique. Être cartésien, c'est ce que je crois, et je me sers de la rationalité pour piller le monde en fonction de ma croyance première ou de ma conviction philosophique première. Donc on réinterroge jamais ce que je crois. Alors qu'en science, c'est exactement l'inverse. Il faut toujours réinterroger les fondements de ce qui permet de bâtir nos modèles et ensuite nos théories. La théorie de l'évolution est donc déjà une science en soi? La théorie de l'évolution était parfaitement une science. Alors quand on dit théorie, je sais, et les oppositions disent que c'est qu'une théorie, pas du tout. La théorie de la gravitation universelle, je crois que les objets tombent toujours dans le même sens. Au sens noble du terme.
Donc la théorie, la théorie Darwin, alors ça par contre où on peut mettre l'accent sur un des aspects de Darwin qui parfois est pas très bien compris même dans l'université. C'est-à-dire que Darwin est un immense théoricien, il est très formé en épistémologie, mais il revient toujours sur les faits. Toujours sur les faits, jusqu'à ce qui est rassurant d'ailleurs. Ben, heureusement. Donc la théorie s'articule entre des observations, des faits et une élaboration qui permet de faire avancer. Donc là, depuis Darwin, il y a des choses qui ont été contestées de chez Charles Darwin, mais qui depuis évidemment ont été réaffinées, et puis d'autres aspects qu'il n'avait pas vus. Darwin n'avait pas tout vu en science, comme on le dit. Nous ne sommes que des nains assis sur les épaules des géants, sauf que Darwin c'est un immense géant avec de grandes épaules, et il y a beaucoup de travail encore à faire. Alors, en tant que paléanthropologue, évidemment, on dit que c'est l'évolution de l'homme, et puis voilà, donc c'est l'homme. Et comme j'aime à dire, sous forme de boutade, on a mis du temps, même chez nous, les paléanthropologues, à s'apercevoir que la... Chez nous en Occident. Non, chez nous, les paléanthropologues, que la femme a évolué. Et je vous raconte une anecdote. Je suis conseiller scientifique pour le musée des Confluences à Lyon, et j'ai demandé à ce qu'à la fin de l'exposition, il y ait 3 femmes préhistoriques. Donc Madame Cro-Magnon, c'est Madame d'aujourd'hui, Madame Néandertal, et la Dame de Flores, donc, qui était contemporaine. Et quelqu'un m'a dit, je ne vais pas le citer, mais un scientifique, pas un anthropologue, a dit, est-ce que tu es sûr qu'on voit l'évolution avec le corps de la femme? Et donc là, j'étais frappé parce que je suis aperçu qu'en fait, je touche aux questions du racisme, je touche aux questions des diversités, etc. Et la question du rapport de l'homme à la femme, du statut de la femme, me semble-t-il, est un des plus durs à faire bouger. Et on accuse toujours l'islam, parce que ça se voit mieux avec l'histoire du voile, du tchador, etc. Mais je crois qu'il faut bien comprendre que c'est un problème beaucoup plus large et beaucoup plus ancien qu'on l'imagine. Oui, moi j'en suis tout à fait persuadé. Je pense que les musulmans réactivent un peu à fond chez tous les peuples, au fond, et dans toutes les cultures. La seule différence, c'est que peut-être les musulmans n'ont pas encore fait de master de communication en réalité et ne savent pas communiquer la qualité de leur relation à la femme. Ce que nous voyons est de toute façon toujours dégénéré concernant la femme en islam, vu de France. Vu de France, je précise bien vu de France. Parce que vu d'ailleurs, le problème ne se pose pas. Donc dès lors que le problème ne se pose pas, finalement on ne pose pas la question puisque le problème ne se pose pas. La femme voilée, on ne la voit pas. On ne voit pas si elle est voilée ou pas. Vu de France, étant donné évidemment l'histoire de la France, qui est une histoire très turbulente du point de vue de la laïcité, de la séparation des deux corps, la femme musulmane est devenue l'objet impensable, l'impensé de la France, c'est la femme occidentale, c'est la femme orientale voilée, surtout voilée. Or le voile, précisément, les exégèses les plus hardies le montrent très nettement, est une excroissance de l'islam. Ça n'est pas musulman. Et en plus, mieux que ça, puisque vous êtes paléanthropologue et donc vous avez le sens et le souci du temps et de la temporalité, le seul siècle qui a vraiment voilé la femme, sur les 14 siècles d'existence de l'islam, c'est le XXe siècle. C'est que c'est le dernier siècle. C'est-à-dire qu'on peut dire que le voile est d'une certaine manière, et paradoxalement, l'élément contemporain à la modernité de l'islam. Parce que l'islam a commencé à se poser des questions de modernité, d'être à la table du monde, d'être dans la diversité telle qu'elle se trouve actuellement, ici et maintenant, à partir de la fin du 19e siècle. Et c'est là que naît le voile. Le voile non pas en réaction contre la modernité ou la recherche de modernité, mais parce qu'il symbolisait en réalité le retard qui a été pris et le retard et l'archaïsme en réalité de l'opposition homme-femme au 19e siècle et au 20e siècle. Mais sinon, le Coran, le texte coranique, un texte que je connais assez bien, puisque j'ai passé une dizaine d'années à le traduire, consacre 2 versets et demi au voile, et on ne sait pas quel type de voile il s'agit. Attention, on se reporte au 7e siècle de Jésus-Christ, on se reporte au 7e siècle, et il nous parle d'un djilbab, un mot qui a disparu des dictionnaires actuels. Donc il faut faire de l'étymologie, et il faut se creuser le cerveau pour restituer à sa juste place le mot djilbab. On peut penser que c'est une mantille, c'est un mante, c'est un capuchon, un caftan. Tout peut être djilbab, puisqu'on ne connaît pas le sens.
Et à partir de là, tout ce qui relève du voile et de la femme en islam est de l'ordre de l'interprétation. Donc, et dès lors que c'est interprété, ça peut l'être dans un sens positif comme dans un sens négatif. Et souvent, malheureusement, les interprétations archaïques, orthodoxes, conservatrices sont beaucoup plus prégnantes, beaucoup plus marquantes, beaucoup plus fortes visuellement que les interprétations modernistes. Parce que quand vous dévoilez la femme n'existe plus au sens où elle symbolise l'islam. Comme la femme voilée symbolise l'islam et c'est l'islam qui fait peur, par conséquent, la femme voilée est plus visible, de fait, par la population et surtout par les médias. Et donc, à partir de là, vous leur dites, voilà, il y a un groupe de femmes modernes qui sont musulmanes pur jus, qui sont croyantes et tout, mais elles sont modernes, habillées à l'occidental. La caméra ne les capte pas, ça ne l'intéresse pas. Bien sûr. Donc, ce qui l'intéresse, c'est une femme voilée, archaïque, si je puis dire, parce qu'elle donne à voir au monde entier les éléments archaïques de ce qui nous fait peur. Parce que quand quelque chose nous fait peur, évidemment, on a tendance à chercher les éléments objectifs pour avoir... Parce que vous parlez d'une société cartésienne. Il y a 62 millions de Français qui ne savent pas qu'ils sont cartésiens. Et que ça vient de chez eux. Oui. Donc, sur l'islam, sur l'islam, il y a 90% de fantasmes et 10% de réalité. La réalité est que le voile est combattu en islam lui-même. Parce qu'il n'est pas musulman, il vient, en tout cas la burqa, parce que le fichu, là, il est pour toutes les religions. Oh, oui, le fichu, c'est valable partout. Les chrétiens en Égypte et en Syrie ont le fichu. Il n'a pas la même couleur, c'est tout, mais sinon ça couvre les mêmes parties. La burqa n'est pas de l'islam. Elle est d'abord ancienne, plus ancienne que l'islam, et elle a vécu et survécu, elle est née, et elle a prospéré plutôt dans un pays que j'appelle moi l'Afghanistan. C'est un pays que j'ai créé, qui s'appelle l'Afghanistan. C'est le mélange entre Afghanistan et Pakistan. Ça prend le début d'Afghanistan et la fin du Pakistan. C'est ce mélange, cette région du monde, l'Afghanistan, et tous les Afghanistanaises, si je puis dire, ont la burqa, portent la burqa. Il n'y a que les femmes modernes, médecins, avocates, filles de diplomates, etc., qui ne la portent plus depuis très très longtemps. Depuis le Shah d'ailleurs, depuis le roi. Mais justement, moi en tant qu'anthropologue, j'ai une conviction de plus en plus, c'est que nos grandes religions, l'islam, la chrétienté, le milieu réformé, etc., grandes religions, ce qui arrive des faits comme ça, extrêmement visibles, sur lesquels on se focalise, comme le voile dont on vient de parler. Mais il y a d'autres questions, comme l'excision, la circoncision, en entendant parler à nouveau, etc. Tout à fait. De bien faire comprendre, et c'est là que la paléanthropologie peut être intéressante, me semble-t-il, face à ces grands enjeux, c'est qu'en fait, nous sommes vraiment sur des rapports anthropologiques plus profonds, beaucoup plus fins. Quand vous parlez de l'Afghan, l'Afghanistan, on voit bien que, en fait, percolent des fondements anthropologiques bien plus anciens. Nettement. Et que malheureusement ou heureusement, ils peuvent être pris ou ne pas être pris dans le champ de la diversité de chaque monothéisme d'ailleurs et leur diversité. Et ça, ce n'est jamais dit. Et d'associer la circoncision ou l'excision ou le voile qu'à l'islam, comme on le fait souvent, enfin pas pour la circoncision, mais l'excision. Et c'est aberrant, parce que l'excision, ça ne vient pas de l'islam non plus. Pas du tout. Et donc, il y a des confusions énormes, comme les gens qui font la confusion, alors là c'est un peu banal, mais entre arabes et musulmans, c'est quand même aberrant. Donc je crois qu'on souffre énormément de culture anthropologique dans le monde d'aujourd'hui, mais vous ne croyez pas que justement, et on le voit sur les questions du retour de fondamentalisme, je crois que ce n'est pas le cas, quand des jeunes dans les banlieues... Autour du religieux. Autour du religieux. Et brandissent, disant non, dans le Coran, il n'est pas dit que l'homme descend du singe. L'expression étant stupide d'ailleurs au passage. Déjà, non, le Coran n'a rien dit sur l'évolution. Mais c'est plutôt un geste de revendication identitaire, parce qu'ils n'ont pas eu le Coran, ces jeunes gamins. Mais non. Et donc je crois qu'il y a une énorme confusion autour de ça, me semble-t-il. Et je vais raconter une anecdote qui m'est arrivée... à Marrakech. Je suis invité à Marrakech et puis je vais là-bas avec un ami chorégraphe. Nous allions monter un beau spectacle, mais il arrive avant moi. Et donc il discute avec des jeunes danseurs et danseuses marocaines et marocains. Et là, elle dit, qu'est-ce que vous faites? Je suis avec Pascal Pic, l'homme descend du singe. Et là, c'était un tollé. Et je lui ai dit, tu ne touches pas à ces questions-là quand je ne suis pas là. Donc, il y a eu une peur à l'Institut culturel français en disant, on va avoir du remue-ménage. Je dis,
il est hors de question que j'annule ma conférence. Et le soir, ça n'a pas loupé. Il y avait des imams qui étaient devant moi, et je leur expliquais qui était le périmètre des sciences, comme on l'a fait tout à l'heure, celui de la religion. Ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas interférer et dialoguer entre eux. Se parler. On se parlait, et à la fin, ils m'ont dit, quand tu reviens, tu viens parler avec nous. Donc, ça montre bien que tout ce qui est monté en épingle à l'heure actuelle, c'est une ignorance totale de fondements anthropologiques plus profonds sur lesquels les religions apportaient quelque chose de nouveau, mais dans leurs difficultés selon les époques, parce qu'effectivement, quand on parle de l'islam éclairé d'il y a presque un millénaire maintenant, ici, les femmes, je crois, n'avaient pas un statut qui était extrêmement enviable dans le monde occidental. Donc, ça ne veut pas dire non plus que les femmes avaient un meilleur statut sous l'islam éclairé du 10e, 11e siècle. Malheureusement, il se trouve que précisément l'islam est une religion monothéiste, patriarcale. Oui. Je ne vais pas dire misogyne, elle est patriarcale. Dès lors qu'elle est patriarcale, tout le droit social, le droit de la femme, le droit concernant la femme en particulier au 9e siècle, donc 2 siècles avant l'islam des Lumières, était fait par des hommes pratiquement au service d'autres hommes. Et la femme n'est là que comme élément de validation tout simplement de la théorie du droit qui a donc piloté le rapport à la femme au 9e siècle, 9e siècle chrétien, c'est-à-dire 2 siècles après la naissance de l'islam. C'est pour ça que je dis aux femmes musulmanes de détester le 9e siècle, parce que c'est le siècle qui les a enfermés définitivement. Et à partir de là, puisque tout à l'heure je parlais d'interprétation, il nous revient à nous aujourd'hui d'ouvrir la page de la réforme de l'islam. C'est pour ça que je parle de réforme de l'islam, je parle d'islam des Lumières, parce qu'il est temps aujourd'hui de relire les textes fondateurs à la lumière de nos préoccupations d'aujourd'hui. C'est-à-dire que non pas récuser ce qu'a dit Ibn Taymiyyah ou Mohammed ibn Abdel Wahhab, qui sont des fondamentalistes, des gens, des orthodoxes purs et durs. C'est-à-dire des gens qui considèrent que la parole de Dieu est valable en tout temps et en tout lieu. Nous, on leur dit oui, elle est valable en tout temps et en tout lieu pour les croyants et pour la partie spirituelle, le lien à Dieu. Mais le lien de l'homme à l'homme et de l'homme à la femme, ou de l'homme à l'univers matériel, immédiat, je ne vois pas en quoi il devrait être unique et immuable. Donc il nous faut réouvrir la page de la réinterprétation des textes sacrés, qui est un travail immense, un chantier assez dangereux malgré tout, parce que vous touchez à l'essence même de la parole de Dieu, au fond, hein, parce que évidemment Dieu ne se trompe pas. Et donc à partir de là, leur dire qu'il y a des versets qui traitent de l'immuable, il y a des versets qui traitent du vivre ensemble et de la société, ici et maintenant. Donc tous ceux qui ont travaillé sur ces questions-là dans le passé ont tout à fait raison de le faire. Il nous incombe aujourd'hui de faire un travail semblable, similaire pour nos sociétés d'aujourd'hui. Au fond, l'idée principale que je veux formuler devant vous, et j'attends votre validation si vous permettez, c'est que je pense que les religieux créent un monde dans lequel ils vont essayer de conduire leurs brebis là où ils ont envie de les conduire. Et le monde qui nous concerne nous aussi doit également nous appartenir, non pas parce que nous ne croyons pas au discours religieux, parce que nous ne participons pas à cet univers de la spiritualité, mais parce que nous considérons qu'au vu et au su de tout le monde, la situation concrète qui nous incombe aujourd'hui est différente de celle du passé. Et qu'en plus, le métissage est tellement plus développé et le vivre ensemble, on est obligé d'intégrer la donnée de la minorité, de la majorité, de la diversité des populations, etc., et de leur complicité même sur certains points, de leur ressemblance, de leur dissemblance. Ça, toutes ces questions-là ne sont pas prises en ligne de compte par le discours religieux. Qu'en dites-vous ? Alors, quel discours religieux? C'est ça qui m'intéresse, parce qu'il y a des textes sacrés que vous évoquez, que je ne me permettrai pas de citer, parce que d'abord je ne les connais pas bien, et puis je le dis très clairement, je ne suis pas croyant, mais je suis d'un athéisme qui n'est pas du tout un athéisme de combat. Je n'ai pas la foi, c'est aussi simple. C'est aussi simple que ça. Néanmoins, ce qui est quand même important, c'est que on voit bien à travers les mêmes textes, que ce soit dans la chrétienté ou dans l'islam ou ailleurs, s'il y a de grands courants, c'est qu'il n'y a pas une seule interprétation qui a pouvoir de vérité. Donc quand je dis ça, c'est pas mettre en cause l'idée qu'il y a, comme vous l'avez dit vous-même, que Dieu ne se trompe pas, mais on voit bien qu'en fait c'est un exercice d'exégèse. À partir du moment où, en partant des mêmes textes, on aboutit à des divergences,
où on se dit les autres se trompent, et puis donc on rentre dans le combat, où on essaie de s'ouvrir à d'autres façons de faire cette exégèse. Et je crois que le problème des fondamentalismes, c'est cela, c'est-à-dire des personnes, et c'est pareil pour les États-Unis, parce que notamment en France, dès qu'on parle de créationnisme, il y a une confusion avec l'islam, alors que l'islam n'a jamais été créationniste, c'est une invention qui vient des États-Unis. Et en même temps aussi avec certains courants religieux des États-Unis. Mais absolument, ça vient de là, ça vient des États-Unis, parce que ces personnes sont parties, on connaît le film, hein, une Bible et un fusil, hein, et donc par-delà la référence, ces personnes se sont trouvées tout seules face au texte. Donc du littéralisme, ensuite il y a eu la conviction qu'on avait la vérité face aux autres, et c'est là qu'il y a eu tous ces dérives, parce qu'il n'y a pas eu l'ouverture, la discussion, la confrontation et l'exégèse avec les autres. Et donc, semble-t-il aussi, je crois que par rapport au contexte, si on a des expressions violentes autour de l'islam aujourd'hui, enfin en tout cas c'est ce que l'on voit, parce qu'il y a aussi une violence à travers ce qui se passe dans ces mouvances évangélistes aux États-Unis, tout de même, s'il y a cela, c'est aussi un phénomène sociologique important. À partir du moment où des gens se sentent isolés, ont des difficultés, il y a une tentation tout à fait normale de se raccrocher. Tout ce qui a été des évangélismes et toutes ces chapelles extrêmement diffuses qu'il y a aux États-Unis, c'était des gens qui avaient été exclus. Donc ils avaient pris l'Amérique comme une terre première. Et donc ensuite il y a eu tout ce feu d'artifice de diversité. Et donc ce sont des fermetures aux autres, dans les cas, parce qu'à partir du moment où on se parcellise comme ça. Donc je crois qu'il est intéressant de bien rappeler que ma lecture d'un texte n'est pas la vérité face aux autres. De quel droit on peut dire cela à partir du moment où on s'isole par rapport à d'autres qui vont faire le même texte et une autre interprétation. Et moi, je pense que aussi, une autre chose que j'aime bien, une question que je voudrais vous poser, c'est que tout de même, ne serait-il pas le temps, vous avez dit la planète, elle est petite, voilà, ça bouge beaucoup, on a les médias, on a les nouveaux réseaux. Je crois qu'il serait quand même grand temps de se dire que personne ne peut prétendre avoir une pensée qui peut pouvoir imposer l'ensemble de la Terre. C'est-à-dire, on peut avoir des valeurs universelles. Moi, ma philosophie, qui peut vous sembler étrange d'un point de vue de Darwin et Claude Lévi-Strauss, mais je crois qu'il n'y a pas qu'un seul chemin qui peut mener à l'humain, et que par ailleurs, je pense que ça peut passer par les religions, par l'islam, par le chamanisme, etc. Et est-ce que vous sentez aujourd'hui, dans cette ouverture au monde, qu'il est tout à fait possible, le dialogue œcuménique avance, hein, on est bien d'accord, hein, et notamment en France, ça avance aussi entre les grandes religions. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que tous ceux qui font cela, ou toutes celles qui font cela d'ailleurs, on ne les voit pas, parce qu'on parle toujours de ceux et celles qui malheureusement ne semblent en dehors, en tout cas de l'image que l'on a. Donc pourquoi il n'y a pas ces messages ne passent pas? Parce que ça bouge quand même. Vous savez, je raconte souvent une anecdote plaisante pour un peu expliquer pourquoi on n'entend pas les grandes voix de l'islam en France. Parce que c'est bien particulier en réalité de la France, cette question-là. C'est que l'islam faisant peur, il faut pour que les médias soient tout à fait partants pour montrer, illustrer l'islam, qu'il y ait une femme, que ce soit une femme qui parle, éventuellement un mauvais français, une femme voilée, c'est déjà beaucoup plus visuel qu'une femme non voilée, parce qu'une femme non voilée, c'est une femme moderne, donc il n'y a pas de souci, on n'a pas peur d'elle au fond. Et je dis souvent, pour arriver dans le 20 heures d'un journal quelconque, il faut être une femme, parlant mal français, voilée et si possible barbue. Parce que quand elle est barbue, là, elle comble l'ensemble des attentes et elle illustre, elle met en lumière et elle visualise en fait la peur et l'angoisse qui est profonde, consciente, subconsciente, refoulée, pas refoulée, acceptée, pas acceptée, d'un grand nombre de téléspectateurs. Je parle même bien du personnage de l'espèce téléspectatrice. De l'espèce, parce que c'est une espèce normée dont on connaît les attentes et les finalités. Son évolution, celle-là, on ne sait pas. Celle-là, on ne sait pas trop où ça va. Donc pour le coup, je pense que les grandes voix de l'islam existent, Dieu merci, en France et dans le monde. Il suffit juste de savoir les identifier et de leur tendre le micro. Et elles sont prêtes à s'exprimer pleinement. Sauf que dans le rapport marchand de l'information, ce n'est pas celle qui rapporte le plus. Marc, par contre, j'avais une question par rapport à cela. D'abord, comment se fait-il
que nous ayons une telle faillite de l'enseignement à la fois de l'histoire, et sans que ce soit péjoratif, comme disait l'appel Régis Debray, le fait religieux. Oui. Parce que tout de même, ça fait pas, qu'on soit croyant ou pas, notre histoire, depuis 2 millénaires, est fortement marquée par la religion, indépendamment de l'adhésion qu'on peut avoir à ces religions en tant que personne, en tant que croyant. Oui, ne serait-ce que pour des raisons d'histoire et de science et de connaissance. Et donc, du coup, moi je trouve quand même extrêmement troublant qu'il y ait une grande confusion des personnes qui, en raison de l'histoire récente, se trouvent dans les marges de la société la moins favorisée, comme dans nos cités, comme dans nos banlieues. Et moi, je vais vous citer une autre anecdote, tiens, avec un ami, je vais le citer parce que j'aime beaucoup cet homme, il s'appelle Hadj Khelil, et il est un enfant de l'école républicaine. Il a réussi, il est à Sarcelles, et il s'est dit, je veux aider les jeunes. Très bien. Donc il a cette idée toute bête de faire venir des personnes connues, telles que moi, je ne suis pas la personne la plus connue, mais enfin je suis quand même assez connu, et c'est pas compliqué. On vient faire simplement 1 ou 2 conférences. C'est à Sarcelles. Alors là, moi, ce que j'aime bien, vous savez, parce que des fois, le dire de vivre ensemble, on dit la laïcité. Hein. Et d'ailleurs, c'est un petit peu embêtant, parce que quand on dit la laïcité, et moi je suis un des grands défenseurs de la laïcité, on a l'impression que c'est du moralisme, il faut se forcer à vivre ensemble. Alors que ça serait mieux que la laïcité soit issue soit spontanée. de la rencontre, de la diversité. Donc là, on a un vrai problème. On a l'impression que c'est une espèce d'injonction, et ça, c'est assez agaçant. Comme si c'était la dernière défense par rapport à cela. Donc attention, je trouve que le message est mal porté, en tout cas de mon point de vue. Mais derrière cela, vous avez la diversité qui est devant vous quand vous êtes à Sarcelles. Et moi, ce que j'aime dire, c'est qu'eux, ils n'en parlent pas de la diversité, parce qu'ils la vivent. Ils sont la diversité. Ils sont la diversité. Alors, ces élèves de Sarcelles, qui avaient intégré, on appelle ça l'idéologie intégrée, que de toute façon, ils ne pourraient pas réussir, parce qu'ils sont là du périphérique, ils n'ont pas les codes, ils n'ont pas les réseaux, et en fait, il ne faut pas grand-chose. En faisant venir quelques personnes, eh bien, d'un seul coup, ils reprennent confiance. Et on ne fait pas grand-chose. Et il m'arrive à chaque fois que devant moi, au premier rang, il y a des jeunes avec qui n'ont pas des objets ou des habits ostensiblement revendiquant la religion et notamment l'islam, mais c'est tout à fait clair, et moi je viens parler donc d'évolution. Très bien. Et là, ils n'osent pas trop poser de questions, mais alors ils viennent tout de suite après. Ils disent, ah, si j'ai bien compris, c'est ça l'évolution. C'est pas une théorie qui a été faite pour embêter les croyants. Et donc, pas même les musulmans. Et pas même les musulmans, et encore moins les musulmans. Et donc derrière cela, je crois qu'on a un énorme déficit de rencontre, on a un énorme déficit d'échange par rapport à cela. Et je crois qu'il y a une énorme confusion entre ces personnes qui sont exclues, que ce soit en Europe, en France, ou que ce soit ailleurs dans le monde, et on a du mal à comprendre que pour certaines personnes, une vision extrême, c'est la dernière branche à laquelle on s'accroche. Mais leur extrémisme, comme on le disait tout à l'heure pour l'anthropologie, c'est quelque chose qui essaie de s'accrocher à ce qu'il y a de plus simple à côté, et peut-être de plus rassurant pour eux, mais on a affaire à des gens qui sont malheureux. Je veux dire et vous parlez des femmes tout à l'heure, à nouveau, à des femmes voilées, ça serait bien qu'une femme en parle. Là aussi, je me suis retrouvé au Maroc une fois et des jeunes femmes me disaient « Mais vous nous embêtez, nous on porte le voile parce que c'est aussi de coquetterie, on a envie de l'être comme ça et on a envie de le porter. Donc de quel droit vous portez un jugement ?» Donc j'ai l'impression que malheureusement, l'islam aujourd'hui joue le rôle de l'étranger, de celui du bouc émissaire selon René Girard. Parce que d'abord, il représente les gens qui ont des difficultés financières, qui ont des difficultés sociales, des difficultés dans le travail, des difficultés affectives. Et puis, c'est toujours très commode d'aller projeter ça sur eux, comme se débarrasser à bon compte. Alors qu'on oublie que ces problèmes hommes-femmes, ces problèmes d'éducation, ils sont partout dans la société. Et donc, je crois qu'il y a une espèce de focalisation. Et puis, là aussi, la dernière chose, c'est que nous, alors je vais vous choquer quand je vais dire ça, mais nous, les singes, on appartient à un grand groupe qui s'appelle les singes chez les mammifères, nous sommes des êtres qui se regardent par les traits du visage. Et je crois que dans toutes les sociétés, une des difficultés, c'est que dès qu'on met un masque, moi je suis motard par exemple, quand vous avez un masque, ça fait peur, qu'on va pas, enfin ça angoisse. Il y a un côté anxiogène autour de ça, et je crois qu'effectivement, les grandes peurs sont
dans le fait qu'on ne voit pas les autres. Il y a le voile qu'on se met nous-mêmes qui est le plus important, semble-t-il. Il est bien plus opaque que celui de voile physique que portent les autres. Et ne sera-t-il pas temps que nous ayons tout de même ces grandes voiles qui s'expriment et qui essaient de se confondre une religion qui peut connaître des difficultés et voir des gens qui s'y accrochent dans un espoir identitaire, en tout cas peut-être même de contestation, et bon, il y a différentes voies à la contestation, il n'y a pas que la religion, et qu'effectivement il y ait enfin une vision de la diversité, c'est-à-dire que ce sont des monothéismes, mais ces monothéismes sont aussi diversité, et transparaissent dans ces grands monothéismes aussi, ou d'autres grandes religions, ou d'autres grandes philosophies de la sagesse de l'Orient, transparaissent en fait des chose plus profonde d'un point de vue anthropologique, on l'a déjà dit, et je crois qu'on oublie l'aspect sociologique récent, qui est la conséquence en fait des difficultés que peuvent connaître de plus en plus de personnes dans nos sociétés. Alors, sur plusieurs points, j'ai envie de répondre avec délice, parce qu'il y a des éléments dans la réalité qui nous confirment dans cela. Par exemple, sur la méconnaissance de l'islam. C'est un gros problème en France. Aujourd'hui, c'est un gros problème. Il y a 2 siècles, ce n'était pas le cas. Quand la France découvrait l'islam, ou les pays musulmans. La campagne d'Égypte, par exemple, quand Napoléon est allé en Égypte, il a amené avec lui une cohorte de savants, un grand groupe de savants. Ah, c'est la première grande expédition scientifique au monde. Ben oui, et ces gens-là ont fait un boulot fantastique de prélèvement d'éléments, d'appréciation des échantillons, les archéologues, enfin, il y a eu etc. Donc on avait là une volonté politique de s'entourer de l'éclairage de ces savants-là. Il se trouve que depuis Napoléon jusqu'à nos jours, on n'a pas cessé de détruire des espaces liés à la langue arabe ou à l'univers arabe, et en particulier depuis 1962, depuis la fin de la guerre en Algérie. On a constaté qu'il y avait des chaires, des chaires splendides au Collège de France, c'est d'ailleurs le Collège de France qui a lancé ce mouvement, et on avait des chaires à la Sorbonne, on avait des chaires à l'École pratique des hautes études, on en avait un peu partout, il y avait des collections, il y avait des éditeurs, il y avait des érudits, il y avait des collectionneurs, il y avait des manifestations régulières, des expositions liées à l'Orient, etc. Il y avait tout un mouvement d'ailleurs artistique, l'orientalisme au niveau de la peinture, il y avait un orientalisme au niveau de la musique, il y avait, avec la découverte des Mille et une nuits, tout un mouvement de sympathie pour l'Orient et donc de curiosité. Et tous ces pans de la connaissance humaine, qui est la connaissance française au départ, ont été petit à petit érodés et réduits, cantonnés, voire détruits. Et aujourd'hui, on a un déficit énorme avec cette affaire-là, puisque parallèlement, la progression démographique de cette population-là, dont on détruisait la partie connaissance scientifique, elle augmentait. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant de musulmans et d'arabes, si je puis dire, en France, maintenant que par le passé. Il y a un siècle, il y avait peu d'arabes et peu de musulmans. Et c'était là qu'il y avait le plus de chair consacrée au monde arabe et à l'islam, de connaissances. Aujourd'hui, c'est l'inverse qui se produit. Il y a énormément de Français d'origine arabe ou musulmane qui se revendent comme tels, et il n'y a aucune chair, aucun espace. On nous dit les grandes voix de l'islam, bien sûr. Encore faut-il qu'ils aient la possibilité pour pouvoir le dire clairement à haute voix dans des chaires, dans des séminaires, dans des radios, dans des journaux. Il n'y a pas un seul journal arabe, il n'y a pas une radio arabe, il n'y a pas un hôpital arabe, il n'y a rien de spécifiquement arabe ou musulman en France. Donc, parallèlement, au moment où on détruisait les espaces de culture et de connaissance du monde arabe, les questions se posaient et s'accumulaient les unes après les autres, et on se retrouvait avec un problème de vivre ensemble. Alors qu'en réalité, non, il n'y a aucun problème de vivre ensemble. Vous allez à Marrakech, vous n'avez aucun problème de vivre avec les musulmans. Partout où vous allez dans le monde arabe, il n'y a aucun problème. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait un problème en France? Donc, à mon avis, on n'a pas fait l'audit, si je puis dire, on a une piètre connaissance des déficits objectifs et historiquement datés, de ce qui nous manque comme élément opérationnel pour pouvoir se rencontrer et se connaître. Alors, nous, par exemple, à la revue Nour, que j'ai le grand privilège de diriger, nous militons beaucoup pour ce travail-là, de reconnaissance réciproque, de connaissance réciproque, parce que pour pouvoir se reconnaître mutuellement, il faut déjà qu'on se connaisse. Et bien, nous, c'est Orient-Occident. C'est le métissage entre l'Orient et l'Occident. C'est le travail. L'ignorance, c'est la mère de toutes les peurs. Absolument. Et donc, le travail que nous faisons, c'est un travail de défrichage, de pionnier. Il faudrait qu'il y ait beaucoup d'exemples comme nous qui puissent aller dans cette direction. Pour que la diversité, le vivre ensemble, ne soit pas seulement un slogan
la laïcité. Parce que les gens seraient surpris de découvrir que chez les musulmans, la plus grande majorité des musulmans de France, qui sont pour la plupart nés en France, c'est pour ça que quand vous leur dites intégrez-vous, mais ils s'intègrent à quoi? Ils sont nés en France, ils sont français. Je déteste ce terme. Ils sont français. Ils s'intègrent à quoi? Est-ce qu'il y a une autre identité de français qu'ils ne connaissent pas? Ils sont nés en France, donc ils n'ont pas à s'intégrer. Il suffit juste de les écouter et de parler avec eux. Vous verrez qu'ils ont un sens très prononcé de la laïcité. Ils respectent la laïcité, ils respectent les lois démocratiques. Le pacte républicain, c'est leur affaire. Et souvent, l'ascenseur social, c'est d'abord en leur avantage qui fonctionne, et tant mieux. Et souvent, d'ailleurs, vous les trouverez, ceux qui ne disent rien, ceux qui n'ont pas de problème, sont des gens qui sont extrêmement performants dans les disciplines qu'ils ont choisies. Il y a 3 choses. D'abord, à la fin du XIXe siècle, la construction d'un racisme pseudo-scientifique. Ben oui. Ah oui. Donc on en a fait une loi pseudo-scientifique et... qui a amené d'ailleurs Hitler, qui a amené toute la pensée nazie. La grande dérive, c'est Ernst Haeckel, qui a traduit d'ailleurs Darwin, et donc il va nourrir cette affaire-là. Mais derrière cela, il y a aussi, et ça c'est très dangereux en fait, une civilisation qui sent qu'elle ne domine plus le monde. La Première Guerre mondiale a été terrible, la Seconde solde l'enjeu. Et le colonialisme derrière n'a pas été encore complètement digéré, et c'est violent ce que je veux dire, mais en fait jusqu'à la génération de mes parents, en moyenne bien sûr, mais en moyenne une grande majorité, ils sont tous racistes. Donc, parce qu'ils ne connaissent pas les autres races, ils considèrent qu'ils sont inférieurs. Mais il y a eu un discours qui a été construit. Il y a un discours aussi. Hein, derrière cela, enfin l'exposition coloniale qui a duré un siècle même. De 1931, ouais, on sort pas. Il faut décoloniser les imaginaires. Mais derrière cela, après la guerre d'Algérie en plus, il y a cet aspect qui est lié un aspect sociologique massif, avec des personnes qui occupent donc des métiers que les Français ne veulent pas, comme on le disait à l'époque. Donc les deux, le racisme, la perte de l'Algérie qui n'est pas digérée, plus cet aspect donc sociologique, vont considérablement aggraver la situation et on n'en est pas encore sorti. Et je pense que malheureusement, moi je crois beaucoup en l'Europe, parce que sans l'Europe, comme j'aime à dire, vaut mieux la difficulté dans la paix que la facilité dans la guerre. Mais on le voit bien au niveau de l'Europe, il y a des revendications pour dire que l'Europe est fondamentalement chrétienne. Ce qui est peut-être valable pour l'Europe occidentale, mais il n'y a pas besoin d'aller très loin après Vienne pour s'apercevoir que c'était le monde musulman était là. Les gens refusent l'entrée de la Turquie un peu pour à cause de ça aussi. Donc il y a une énorme ignorance, et merci de rappeler le Collège de France, parce que en 1530, parmi les 6 premières chaires, il y avait la chaire en sciences, il y en avait 2, je crois, en arabe, une en hébreu et une en arabe, je crois. Oui, l'une en hébreu, l'autre en arabe, oui, tout à fait. Et donc là, effectivement, cette ignorance est terrible. Et moi, je vis la même chose, pardon, je vis la même chose avec les théories de l'évolution. Parce qu'on ne les connaît pas, et je ne cesse de me heurter à des clichés, à des a priori. Alors après tout, qu'on dit... Quand c'est péjoratif pour les singes ou les autres peuples, mais attendez, c'était le cas pour les aborigènes, c'était le cas pour les autres, ce qu'on appelait le zoo humain. Donc, je veux dire, malheureusement, je crois qu'aujourd'hui, entre guillemets, c'est le tour de l'islam de faire l'objet du rejet de ce que notre société ne veut pas accepter dans son histoire, en termes de faute, ne veut pas accepter en termes de déclin. Et effectivement, c'est toujours plus facile de rejeter ça sur l'autre, d'autant plus s'il est voilé, c'est tellement mieux. Ça arrange tout le monde. Pour finir, je vais avant de vous remercier, vous rappeler que le bouc émissaire, c'est une notion religieuse, théorisée par René Girard, bien sûr, mais elle est d'abord au départ biblique. Le bouc émissaire, c'est celui sur lequel on rejette la faute pratiquement biblique. Donc ça arrange aussi un certain nombre de gens derrière tout ça, parce que l'islam fait peur en tant que religion. En tant que religion. C'est un aspect qu'on n'a pas traité, mais je pense que dans l'inconscient des gens, l'islam est toujours vu comme une croisade permanente, comme une religion de conquête. Ce n'est pas le cas, je vous rassure tout de suite, parce qu'en France, 90% des gens sont tout à fait laïcs, c'est-à-dire qu'ils respectent les règles républicaines, ils ne veulent pas du tout mener une croisade nouvelle, fût-elle via Internet et via les nouvelles technologies. Donc j'ai quand même à vous remercier infiniment. Pour votre petite anecdote. Allez-y. Terminons sur une anecdote. Petite anecdote, c'était à Marrakech justement. Et là, je vais dans le souk, et avec des amis, je vais dans une très belle petite échoppe dans laquelle il y a de très beaux bijoux en ambre. Donc évidemment, j'ai appris une chose formidable dans cette histoire. C'est que
quand on est à Marrakech ou qu'on est avec des personnes du Maroc ou d'ailleurs dans le monde arabe et musulman, c'est qu'il ne faut pas venir pour faire une bonne affaire. Il ne faut pas venir pour marchander. Il faut rester, il faut discuter. Vous discutez, après, ça prend du temps. On vous offre le thé, vous n'avez rien dit, vous partez avec le plus bel objet et sans avoir jamais négocié le prix. Parce que l'important, c'est le dialogue. Et puis cet homme me parle de cet homme qui a 20 millions d'années. Et puis un ami dit, ah tiens, viens ce soir, toi, Pascal Pi, qui vient de France, là, il va nous parler des origines de l'homme. Et il me dit, t'es darwinien? Je dis, t'as le plus darwinien devant toi. Il dit, c'est pas Adam et Ève? Je dis, écoute mon ami, tu veux me vendre un bijou en or de 20 millions d'années et Adam et Ève, c'est 6000 ans. Il dit, je viens t'écouter ce soir. Ah ouais, c'est magnifique. Bravo. Merci, Pascal. Merci Malek. 20 millions.